Harit et Greenwood ont déclenché le pressing vraiment en même temps. Ah, c'est C'est synchro. C'est le même moment. impressionnant. C'est pour ça qu'on a figé l'image maintenant. Donc, ça va limiter la possibilité du joueur qui reçoit le ballon. Il n'a pas de possibilité de passe simple au moment où il reçoit ce ballon parce que les deux déclenchent en même temps. Du coup, il revient en arrière et là, on voit que les deux Toulonnais qui potentiellement pourraient toucher le ballon, eh ben, ils sont marqués. Kondogbia, le sien, il le colle de près. Meite est un peu plus loin, mais la position de son corps, dans son attitude, on voit qu'il est prêt à bondir, prêt à jaillir, et que si le Toulonnais avait joué le long de touche, il y a de grandes chances que Meite ait intercepté ce ballon. Et ben, qu'est-ce que ça donne? Ça donne trop peu de solutions pour le Toulonnais Ça donne le qui fameux va bien. monde. Hey. Ouais, Mais, avec Mike Rognier en promotion première. ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce fameux timing, c'est-à-dire qu'on essaie d'aller chercher haut rapidement et en moins de 5 secondes, essayer de récupérer le ballon. Bienvenue à tous les gars, bienvenue dans cette nouvelle émission, la Minute Tactique, avec mon compadre, El Gringo, surnommé El Gringo, Naïm. Comment tu vas mon ami? Eh ben, écoute, en forme, hâte que la saison commence parce qu'on voit des choses très intéressantes pendant les matchs amicaux. Donc, on a hâte qu'on arrive au match de championnat et à la compétition. On s'est dit, on a un coach exceptionnel avec des principes exceptionnels. Donc, avec la Minute OM, on s'est dit pourquoi pas proposer un format aussi exceptionnel avec de l'analyse tactique. Donc, on a appelé cette nouvelle émission la Minute Tactique. On va essayer de vous présenter ce qui nous a sauté aux yeux, les points forts, les points faibles du système de Zerbi. Donc, au sommaire du jour, on va parler verticalité, on va parler pressing, on va parler des dangers et des risques du système de Zerbi. Et pour ça, on s'est extrêmement bien amusé à essayer de se transformer en analyste tactique, en analyste vidéo. Il ne faudra pas nous en vouloir, les gars, on n'est pas encore des grands experts, mais on s'est bien amusé. On s'est bien amusé, on a trouvé les outils nécessaires pour pouvoir vous concocter quelque chose d'incroyable. Et on va rentrer les pieds dans le plat directement. Ce qui nous a sauté aux yeux par rapport à la saison dernière, c'est ce côté verticalité. Oui, c'est assez impressionnant, assez marquant hein, sur toutes les actions depuis Ballardi jusqu'au milieu de terrain. On cherche toujours une passe qui est verticale, qui est souvent, parfois même difficile. On a là un premier exemple ici avec Kondogbia. On voit que pour trouver Harit, il y a quand même très peu d'espace. Il a des passes beaucoup plus simples. Il pourrait passer par Merlin, il pourrait même, ce qu'on a souvent vu l'an dernier, ressortir avec Ballardi. Mais non, lui, il cherche une passe très difficile et c'est une passe qui a vraiment créé un décalage. Et ce qui est même intéressant, sur ce type de passe-là, c'est que les joueurs recherchés, donc dans le système avec ballon, on parle bien d'un système où on est à défenseurs, trois défenseurs centraux, j'ai envie de dire, mais c'est pas réellement des purs centraux, avec deux joueurs dont Merlin, on le voit là sur la vidéo, Merlin qui vient rentrer dans le cœur du jeu pour créer le surnombre, et on a toujours, que ce soit Unai ou Harit, des joueurs dont la qualité principale, c'est de savoir se retourner avec le ballon. Parce que c'est ça Ouais, qui est indispensable. exactement, parce que vu que la passe est difficile, ça veut dire que le joueur est dans une grande densité. Là, on le voit bien. On le voit bien, Unai, il y a deux joueurs relativement proches de lui. Et donc, il faut que sa prise de balle soit bonne pour pouvoir réussir à se sortir de là. Et là, ben, on voit que ça a été difficile. Par exemple, ça a été une passe difficile, mais il a obtenu la faute par son jeu de corps. Ça va vouloir dire que ces deux joueurs-là, à l'instant T, Unai et Harit, je pense qu'au début de la saison, ce ne sera pas forcément eux, ils doivent avoir une technique de balle irréprochable. Là, pareil, on a Ballardi qui va tenter une passe très difficile. Il va aller chercher Harit, qui est très loin avec 3 joueurs toulonnais dans la trajectoire de passe, plus ou moins. Et là, il y a une passe sur Kondogbia qui serait plus simple, mais on voit qu'il appuie bien sa passe. Il appuie vraiment fort, donc on peut penser qu'il va chercher directement Harit. Et encore une fois, ça a été une passe difficile. Harit l'a eu que du bout du pied, mais c'est une passe qui a créé quelque chose. Et c'est là où tu te rends compte de l'importance du rôle que vont avoir les centraux, notamment Balerdi et Brassier. Et l'importance de ces joueurs-là, c'est crucial pour la mise en place du système de Zerbi. Totalement, totalement. Mais c'est deux joueurs qui ont les qualités pour. Et ils ont commencé à le montrer beaucoup plus Ballardi, qui touche beaucoup plus de ballons, parce qu'il se retrouve aussi au milieu des trois défenseurs centraux. Mais Brassier, sur le peu de ballons qu'il a eu, il nous a montré qu'il était à l'aise, même que ce soit sur une prise de balle ou sur une passe vers l'avant. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ce que tu signifiais tout à l'heure, c'est qu'en théorie, si c'était un vrai 4-2-3-1, ce qui n'est pas le cas, Unai serait beaucoup plus bas sur le terrain. Exactement. Là,
Là, non, le rôle d'Unai, en fait, le rôle où serait Unai dans un 4-2-3-1, c'est Merlin qui l'occupe. Du coup, Unai, lui, propose une proposition de passe. C'est exactement ce qu'on voit sur cette passe-là. Voilà, là, c'est Merlin qui est dans la position du premier relanceur et Unai qui se met donc dans le demi-espace, encore une fois, pour créer une solution. Et comme tu Et en plus derrière, on voit Unai juste avant le coup du foulard qui est un geste exceptionnel. On voit juste avant, si on peut revenir juste un chouïa en arrière, on voit que Merlin, il a potentiellement 3 joueurs, il a 3 possibilités avant la passe d'Unai. Il a la possibilité avec Brassier, juste avant. Voilà, si on se met dessus, hop là, on va se mettre juste dessus ici. Un chouïa avant. Il a Brassier comme possibilité, il a Luis Enrique et il a Unai. Ça veut dire que dans la prédisposition d'un joueur comme Merlin, il a en plus une qualité de passe vraiment, vraiment intéressante, Merlin, sur cette match de préparation. Et il crée vraiment le décalage sur sa passe à chaque fois. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette recherche de verticalité, c'est qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de joueurs qui demandent le ballon et dans des positions pas simples. Et on tente des passes qui sont pas simples. Et il y a un joueur qui est assez révélateur du changement de style, c'est Kondogbia. C'est-à-dire que sur les exemples qu'on a vus, il était souvent à l'initiative de ses premières passes. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu ça l'an dernier. On n'a pas vu Kondogbia casser énormément les lignes par la passe. Donc on sent vraiment que c'est une consigne, que c'est une volonté du coach. Et là, c'est là où on va se demander, et c'est peut-être ce qu'on verra plus précisément dans la troisième partie, dans la partie danger risque, est-ce qu'il a les qualités pour le faire? Là, c'était Toulon, il y avait des espaces, donc face à N2. En plus, j'ai mon ami Baptiste Rivière qui joue là-bas, donc il a pu m'expliquer que Toulon avait énormément travaillé physiquement, qu'ils n'avaient pas de jambes et qu'ils avaient en plus pas d'avant-centre. C'était un numéro 10 qui jouait en pointe. Donc, ils étaient encore plus limités pour pouvoir gêner l'OM dans ce style de jeu. Mais est-ce que Kondogbia, ce sera suffisant pour faire ça face à une plus grosse adversité? Ça sera la grosse question. Ce sera la vraie question, mais sur ce concept de verticalité, pour conclure sur ce concept-là, De Zerbi parlait souvent du 3e et du 4e homme. En fait, c'est ça, en fait, le déclenchement de la passe, c'est quand Balerdi trouve Merlin et que Merlin recherche soit Unai ou soit Luis Enrique, c'est déclenché à chaque fois, on voit la recherche du 3e et le 3e déclenche l'appel du 4e automatiquement. Donc il y a vraiment une partition très précise là-dessus. Exactement, parce qu'on a beaucoup parlé d'Harit et d'Unai qui viennent se mettre entre les lignes, mais on a vu plusieurs fois trouver directement Luis Enrique sur une passe dans l'intervalle et par sa vitesse et la qualité de ses appels, Luis Enrique a fait pas mal de différence. Il a pêché dans le dernier geste, mais il a été très bon sur ça. Et on a même vu à un moment donné, en fait, le fait que Merlin ait fait tellement mal par ses passes intérieures, les Toulonnais se sont resserrés dans l'axe et on a pu voir à un moment donné Brassier trouver directement Luis Enrique sur une passe facile sur le côté parce que c'était totalement désert. On crée du doute, on crée de l'incertitude, on commence à faire peur aux adversaires dans l'axe qui ouvre aussi les côtés. Donc il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce jeu, dans la verticalité. Et pour conclure, Brassier a déclaré dans le système de De Zerbi, ce qui le régale, c'est de voir Merlin rentrer intérieur et lui laisser l'opportunité à lui de prendre l'espace avec le ballon. Et il a déjà joué ce poste-là dans une défense à 3. Brassier, il disait qu'il était plus à l'aise à l'époque, avant de signer à Reims. Quand il jouait à Rennes, il disait qu'il était plus à l'aise dans une défense à 3. C'est exactement le cas avec le ballon. Et il a la qualité de passe longue pour trouver dans l'intervalle des joueurs de couloir qui vont très vite. Oui, et même au-delà de la qualité de passe, on l'a vu à un moment donné contre Toulon sur une passe en retrait, sur sa prise de balle, en fait, faire la différence et éliminer le premier pressing. Donc, il a énormément de qualité, il va nous apporter beaucoup et ils sont vraiment très complémentaires. Alors, complémentaire, c'est pas forcément le mot avec Balerdi, parce que ça voudrait dire que certains compensent les défauts de l'autre. Non, c'est pas vraiment ça. C'est qu'à eux deux, ils sont capables de tout faire. Et on comprend mieux. Les deux savent relancer. Donc, pour l'instant, bien sûr, à nuancer par la qualité de l'opposition, le fait que ce soit un match amical, etc. Pour l'instant, c'est très, très intéressant sur les sorties de balles, c'est ce qui est proposé, en particulier par ce que tu disais, ce mouvement et cette disponibilité. Et maintenant, ce qui est choquant par rapport à l'année dernière, notamment, pas par rapport à la période de Tudor, c'est ce fameux pressing. Exactement. Ce fameux pressing qu'on avait sous Tudor, qu'on avait aussi sous Sampaoli, ça demande, là on est vraiment dans
dans de l'horlogerie suisse. Ouais, c'est du travail millimétré. Ça, pour moi, ça se rapproche plus de ce qu'on avait sous Tudor. Sous Sampaoli, justement, je trouvais assez désordonné le pressing. Sous Tudor, il était très intéressant. Pourquoi j'aime le fait d'aller presser haut? Parce qu'on sait que la France, c'est un championnat difficile de par ses qualités physiques, en particulier les équipes qui jouent contre l'OM, comme ce sont des équipes très physiques qui vont jouer bas et qui vont faire le match de leur vie, ben, c'est dur de trouver des espaces. Et il y a une possibilité pour créer cet espace-là, eh ben, c'est de les gêner sur la première relance, parce que le revers de la médaille, c'est que souvent, en France, les défenseurs ne sont pas très adroits dans la relance. Donc, si on a un bon pressing bien coordonné, pour ceux qui ont vu, avant qu'on aille sur la vidéo, ceux qui ont vu l'interview d'un ancien joueur de Strasbourg qui parlait de Thierry Lauré, qui lui a dit de toute façon, les défenseurs centraux, c'est pas des joueurs de foot pour moi. Donc bon, à partir de ce moment-là, comme disait Aimé Jacquet, le potentiel technique de certains joueurs ne s'exprime que dans une certaine vitesse. Donc si tu leur mets une pression, c'est ce qu'on va montrer là en vidéo, eh ben, tu sais comment ça se passe. Là, un premier exemple. Donc, sortie de balle de l'arrière. En plus, c'est intéressant parce que Toulon sortait les ballons de l'arrière. Donc, on voit, c'est ce que tu m'avais bien fait remarquer sur cette vidéo, c'est que Harit et Greenwood ont déclenché le pressing vraiment en même temps. C'est synchro, c'est le même moment. C'est impressionnant, c'est pour ça qu'on a figé l'image maintenant. Donc, ça va limiter la possibilité du joueur qui reçoit le ballon. Il n'a pas de possibilité de passe simple au moment où il reçoit ce ballon parce que les deux déclenchent en même temps. Du coup, il revient en arrière et là, on voit que les deux Toulonnais qui potentiellement pourraient toucher le ballon, eh ben, ils sont marqués. Kondogbia, le sien, il le colle de près. Meïté est un peu plus loin, mais la position de son corps, dans son attitude, on voit qu'il est prêt à bondir, prêt à jaillir, et que si le Toulonnais avait joué le long de touche, il y a de grandes chances que Meïté ait intercepté ce ballon. Et ben, qu'est-ce que ça donne? Ça donne trop peu de solutions pour le Toulonnais qui va. Ça donne le fameux monté. Pas été rogné en promotion de première. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce fameux timing, c'est-à-dire qu'on essaie d'aller chercher haut rapidement et en moins de 5 secondes, essayer de récupérer le ballon ou alors de pousser à la faute l'adversaire pour l'envoyer en touche. Exactement. Là, on a quand même 4 joueurs qui ont pressé quasiment dans le même temps. On peut considérer que seul Meïté était un poil en retard, mais dans sa position de son corps, dans l'anticipation du jeu, on sentait qu'il fermait quand même cette passe-là. Si elle était tentée sur le côté, je suis persuadé qu'il l'aurait eu. Donc, on peut considérer qu'on avait 4 joueurs qui ont pressé vraiment parfaitement au bon moment. Et donc, on a vu comment ça s'est terminé pour le joueur toulonnais. Et en fait, souvent, il n'y aura pas de solution facile. Encore une fois, là, à 3, il ferme quasiment tous les espaces. Donc, la seule solution, ça serait entre Kondogbia et Greenwood pour le Toulonnais. Donc, on n'a pas la vision plus large. Donc, on voit que c'est ce qu'il va faire. Sauf que, non, il était collé par Meïté, par Kondogbia. Et le suivant, qui était lui collé par Meïté, il n'a qu'une seule solution, c'est la ligne rouge qu'on a tracée. Sauf qu'il faut qu'il joue en une touche, sous pression, un joueur qui est très loin, avec 2 Marseillais qui sont aux alentours pour récupérer le ballon. Et on va voir que c'est exactement ce qui s'est passé. Harit récupère, s'appuie sur Unai. Et là, il y a un mauvais choix d'Unai, un mauvais appel de Moubania. On va en reparler après. Mais là, on est vraiment sur le pressing coordonné. Et on le voit à chaque fois. Ils ont très, très peu d'espace, très, très peu de temps. Et surtout, on a toujours des joueurs lancés. Là, on le voit sur cette vidéo-là. Il y a Meïté qui arrive comme une bombe lancée. Donc, une passe à 15 mètres quasiment du défenseur. La passe avait l'air facile, pourtant, au tout début. On sentait qu'il y avait de l'espace. Et non, comme tu dis, Meïté arrive lancé et referme, comme on voit encore une fois le défenseur. Vous vous rendez compte, à ces 4 joueurs-là, il n'a plus aucune solution. Le Toulonnais qui reçoit le ballon, la seule solution qu'il va avoir, c'est de jouer là-bas en une touche à l'opposé, un joueur complètement à l'opposé du terrain. En plus, il faut avoir fait la prise d'information avec aussi quand même la possibilité pour que potentiellement Merlin se mette dans la trajectoire de passe. Et bien en fait, encore une fois, le ballon est perdu. Encore une fois, ça donne une occasion qui est mal gérée parce que je pense qu'Harit fait une touche de plus. Mais comme on a pu le voir, vraiment, ce pressing gêne les relances parce qu'il est coordonné. Parce qu'il y a du travail, on sent déjà qu'il y a du travail. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'avec le peu de temps qu'ils ont travaillé ensemble, il y a quand même un pressing qui est très coordonné. Encore une fois, à nuancer, c'est Toulon, c'était une équipe en plus d'être plus faible qui était fatiguée. Mais quand même, ce sont des choses très intéressantes parce qu'au-delà de toutes les qualités physiques et techniques qu'auront les adversaires, si on est synchro dans le pressing, on gênera n'importe qui. De toute façon, dans les matchs amicaux,
les deux équipes, en général, ont des séances assez chargées le jour même, la veille et même après le match amical. Donc, le score, le niveau, c'est pas ce qu'on recherche. On veut voir les intentions. Et là, c'est vrai que… C'est aussi pour ça qu'on n'a pas mis des séquences contre Pau où on a retrouvé les mêmes principes, mais on a senti que vraiment là, on est vraiment dans le dur de la préparation physique et que bon, le match était beaucoup moins intéressant à analyser. La seule chose en plus que j'ai vue sur ce match-là, c'est la qualité technique extraordinaire de Greenwood, parce que sur les prises de balles qu'il a eues, c'est juste incroyable. Il a fait un contrôle avec une facilité sur un long ballon. Contrôle tibia. Voilà, plus des éliminations. Donc, il y a eu ça en plus, mais sinon, voilà, ils sont dans le creux de la vague au niveau de la prestation physique, c'est normal. Et donc, c'était un peu moins intéressant d'analyser Pau, mais contre Pau aussi, tous ces principes-là, on les a revus. Donc, on les a revus et ça demande réellement une énorme préparation physique parce que essayer de récupérer le ballon très très haut, un peu comme sous Tudor, ça demande déjà une fraîcheur mentale, une fraîcheur physique. Et surtout derrière, aujourd'hui, on se rend compte, parce que c'est pas un magicien, Roberto De Zerbi, c'est-à-dire même s'il a ses principes bien définis, un joueur qui n'a pas de qualité de passe, de dernière passe, tout De Zerbi qu'il est, tout Guardiola qu'il est, c'est pour ça qu'il ne cible pas certains joueurs, parce qu'ils le savent qu'aujourd'hui, un Kondogbia, un Unai ou un Amin Harit, ils pêchent toujours dans le dernier geste. Et c'est là où on passe dans la troisième rubrique, où on a appelé ce qu'on a appelé les dangers, les risques de ce style de jeu. Effectivement, c'est totalement ce que tu as décrit. C'est le problème, entre guillemets, c'est qu'à un moment donné, il va falloir être juste techniquement pour pouvoir mettre en application ce jeu-là. Là, on voit une première passe vers l'avant de Balerdi, et Kondogbia, lui aussi, fait une bonne passe verticale. Là, il touche Harit, qui a la bonne vision du jeu, c'est-à-dire de vouloir toucher Unai en une touche. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Sauf que malheureusement, comme tu l'as dit, déchet technique, mauvaise passe, ce qui entraîne qu'on perd le ballon. Et ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver malheureusement. Là, Kondogbia, bonne vision du jeu. Il voit Enrique seul à l'opposé. Bon, tu veux faire peut-être un commentaire sur la transversale? Ouais, non, mais ce qui est intéressant sur cette transversale-là, je suis obligé de revenir un chouïa en arrière, mais c'est surtout qu'il n'a aucun pressing. C'est-à-dire qu'il est vraiment tout seul. Il n'y a pas de pressing devant lui. L'orientation du jeu, elle est parfaite, elle est très bien, mais tu ne peux pas te permettre. La prise d'information est parfaite. Prise d'information est parfaite. L'appel aussi de Luis Enrique est intéressant. Il est vraiment dans un espace intéressant, mais tu ne peux pas te permettre, en étant pas du tout attaqué à la 32e minute de jeu, d'envoyer une ouverture au poteau de corner. C'est catastrophique. Dorade, bon, encore une fois, c'est un match amical, mais c'est quelque chose qu'on a vu quand même l'an dernier. Très souvent, malheureusement. C'est quelque chose qu'on a souvent vu. Et c'est ce qui m'a fait dire que Kondogbia comme Klose, au vu de leur statut, sont les deux joueurs qui m'ont le plus déçu l'an dernier. Parce que c'est des internationaux, parce que c'est des joueurs expérimentés qui devaient apporter quelque chose en plus. Et surtout, on attendait ça de Kondogbia. Quand on l'a pris, il devait nous apporter un impact athlétique. Et derrière, la fameuse touche. La fameuse touche qui fait mal, la passe verticale, les ballons longs ou les ballons courts qui trouvent toujours un joueur dans l'intervalle. Exactement. Et on voit qu'Unai, c'est aussi ça, même s'il a réussi une très belle passe contre Pau. Là, on voit bonne prise de balle sur encore une passe vers l'avant de Balerdi, qui a été très très bon sur la lancée de sa fin de saison. Il voit qu'il y a Greenwood devant, malheureusement, on ne le voit pas à l'écran. Mais ce qu'on va voir sur l'écran suivant, malheureusement, c'est que Greenwood donne l'impression d'avoir demandé le ballon dans les pieds. Et là, Unai fait à la fois un mauvais choix, mais aussi une mauvaise passe. Parce que le fameux, c'est l'appel qui déclenche la passe, c'est pas la passe qui déclenche l'appel. Exactement, mais même, j'ai envie de te dire, même s'il avait fait un appel en profondeur, vu comme elle était longue, je pense que le ballon aurait été perdu. Donc, mauvais choix, mauvaise réalisation technique. C'est les défauts qu'il va falloir vraiment corriger pour vraiment tirer 100% de ce système. Et là, encore une fois, là, c'est un des meilleurs exemples. C'est la première passe est magnifique de Balerdi. La prise d'information de Kondogbia est très bonne. L'appel d'Enrique est parfait. Et sauf que malheureusement, la passe qui était entre les deux défenseurs, donc exactement là où il fallait la mettre, elle est encore trop longue, alors qu'il y avait quand même beaucoup d'espace, je trouve. Il y a énormément d'espace dans le dos du défenseur. Et en plus, la qualité première de celui qui te fait l'appel, c'est la vitesse, c'est le changement de rythme, c'est l'accélération. Donc, on peut se dire qu'une passe réussie dans cet intervalle-là, on ne se rend pas compte à quel point ces passes sont clés, en fait. Exactement. Et ces passes déclenchent des occasions. C'est potentiellement un but.
C'est C'est un potentiellement but. le but sur cette occasion, dans un match où tu as 0-0 à la 70e. Ça peut te changer une saison. On a tous les deux en tête l'occasion d'Aubameyang contre Nice. Où, moi, je crois énormément à l'effet papillon dans le football. À des Ouais, actions, d'accord. une action à un moment donné qui te change une saison complètement. Et je Ouais, pense d'accord. que si Aubameyang avait marqué à l'aller contre Nice, peut-être que la saison n'aurait pas été la même. Donc, ce genre de passes, elles peuvent coûter très cher. Et par contre, ce qui me rend optimiste pour l'avenir, c'est qu'on a fait signer un joueur dont c'est quasiment la qualité première. C'est-à-dire Højbjerg, ce genre de ballon-là, il excelle dans ce domaine. De qualité de passe au sol dans l'intervalle, c'est très Mais certainement en la fait, tradition danoise dans la tradition ouais. des Lodrup. Non, mais ça va même plus loin. C'est sur ce qu'on vient de montrer sur les vidéos. Au pressing, il fait partie des joueurs qui récupèrent le plus de ballons, qui interceptent le plus de ballons. Et dans la passe, il fait partie des joueurs qui réalisent le plus de passes progressives. Donc tu Oui, comprends courte. aujourd'hui Mm, courte. Donc mm, tu comprends l'importance sur ce poste-là, quand on a fait les vidéos, les gars. Parce que souvent, quand on regarde les matchs, on regarde les actions, les highlights, etc. Mais là, quand on fait une vidéo comme ça, on se rend compte de l'importance de chaque joueur dans la partition et encore plus de celle de Kondogbia. Et ouais. Kondogbia, c'est malheureusement pour lui, hein, on sait très bien qu'il ne pourra pas faire ce qu'est capable de faire Højbjerg. En tout cas, il a failli cette saison dans ce domaine où on l'attendait énormément. Donc oui, je pense. Par contre, je pense qu'Højbjerg est totalement taillé pour que ce soit à la fois pour le pressing que pour la relance. Et je pense qu'on a fait vraiment une excellente recrue. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est le genre de joueurs qui sont très sous-estimés. Mais Højbjerg va être excellent dans ce domaine-là. Donc là, on a mis en évidence un des premiers dangers. Là, c'est dans la construction offensive. Donc qui peuvent anéantir des actions. C'est d'ailleurs ce qui est beaucoup arrivé cette année. Hein. On a souvent pêché dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste. Mais on a identifié aussi un autre risque. C'est justement, où on a montré des exemples de pressing réussis. Et il y a le risque quand le pressing, lui, est raté. C'est-à-dire Ouais. que là, on a Harit qui déclenche le premier pressing. Il va forcer le défenseur à jouer vers l'arrière, sauf que Moubania aussi a déclenché un pressing. Donc là, on voit que Kondogbia bloque la possibilité dans l'axe, mais ce qui n'est pas bloqué, c'est le côté avec Greenwood qui n'a pas suivi son latéral. Et tu sais quoi? Je reviens juste une seconde en arrière et tu remarqueras quelque chose de très. Regarde, il y a un petit coup d'œil de Greenwood. Greenwood, regarde au tout début. Le défenseur, on ne le voit pas, mais il doit être probablement ici au niveau de l'image. Il doit être collé à la ligne. En fait, il l'a perdu de vue. Et ce petit moment où il le perd de vue, c'est là où il se fait avoir. Oui, peut-être. Et peut-être que Kondogbia au début était trop loin et que Greenwood a hésité à aller entre les deux. Donc il faudrait un plan plus large pour savoir qui est le plus coupable, entre guillemets, sur cette action. Mais la finalité, c'est que le pressing n'a pas été bon. Il a suffi d'un joueur sur 4 pour rater le pressing. Et on voit que ça amène une action dans les derniers mètres de chez nous. Bon, encore une fois, c'est Toulon. Donc la qualité n'est pas au rendez-vous sur la dernière passe. Ça n'entraîne pas une occasion de but. Mais c'est le genre d'action qui, en Ligue 1, pourrait entraîner une action de but. Et ça, on l'a retrouvé quelques fois, malheureusement. On a eu aussi un deuxième cas semblable. Donc là, on a le pressing, pareil, Moubania Harit, qui viennent déclencher un premier pressing, qui viennent gêner la relance du premier défenseur, qui repasse par le gardien. Et là, on voit bien qu'il y a un joueur qui est beaucoup trop libre dans l'axe. Et ça a permis de créer un décalage. Là, c'est de loin. Bon, ça ne va pas entraîner une occasion de but, mais il y a deux joueurs qui ont déclenché un pressing pour rien. Et ben ça, dans un jeu qui est énergivore et qui te demande beaucoup d'énergie physique et mentale, ben ça fait mal quand tu vas faire ce pressing-là Et, et que tu n'es pas récompensé. Et en plus, tu sais quoi, juste pour remettre sur la vidéo, ce qui est intéressant sur celui-là de pressing, pardon, sur le deuxième pressing, en fait, je sais pas si tu as remarqué, il y a eu donc il y a eu les deux joueurs qui sont montés, qui ont été pressés. Si je peux me remettre la vidéo, ils ont été pressés et en fait, tu vois que c'est Unai qui a du retard. Et en fait, il se rend compte qu'il aurait dû monter et il n'est pas monté en fait, Unai. Si tu remarques, regarde, on voit là le pressing déclenché. Donc, il y a Kondogbia qui peut monter là. OK? Mais Kondogbia, il a un joueur à côté de lui. Et en fait, c'est pas Kondogbia. C'est hop, tu le vois arriver là-bas. Ouais. Il se dit, ah Metz, je suis resté trop bas. Et en fait, c'est à moi de venir chercher là. Exactement. On avait de toute façon le latéral droit là, qui était libre depuis le début de l'action. Donc, là, pressing désynchronisé. Alors, peut-être que c'est plus imputable là aussi à Moubania et Harit qui sont allés déclencher alors que le reste du bloc était trop bas.
Donc, Oui, c'est possible aussi. C'est possible aussi. potentiellement aussi. C'est pas pour cibler la faute à l'un ou l'autre, mais c'est pour dire que ce pressing, moi, je le trouve extraordinaire et je pense qu'il est indispensable à l'OM, comme je te disais, pour gêner ces blocs bas, pour gêner ces équipes qui vont nous attendre parce qu'on va les bloquer sur la première relance. Mais ben, la contrepartie, c'est que, c'est ce que tu expliquais au début, c'est synchronisé à la seconde près, aux joueurs près. Tu peux avoir 5 joueurs qui montent exactement dans le tempo qu'il faut. S'il y en a un qui ne le fait pas, ton pressing, il est Ah, mort c'est mort. si le décalage est trouvé. Donc voilà, c'est les risques principaux. J'y vois beaucoup de positifs parce que dès le début de cette préparation, on voit qu'on arrive à le faire. Parce que il y a un recrutement qui est en cours, on l'oublie beaucoup, mais il y a peut-être que 4 ou 5 joueurs de l'équipe actuelle qui vont être les titulaires de cette année. Ouais. Faut pas oublier que Unai va probablement être remplacé par Koné au milieu de terrain. Donc, il va apporter en plus la frappe de balle et un peu plus de densité aussi athlétique à la récupération haute. Ça, c'est important quand même de le préciser. Il y a probablement Carboni, c'est bien engagé, qui va aussi peut-être apporter cette fameuse touche à la récupération. Et c'est un joueur qui récupère énormément de ballons aussi, Carboni, même si c'est un joueur offensif. C'est un joueur qui a un énorme abattage physique. Qui est costaud physiquement et qui a une qualité de passe dans les 20-25 derniers mètres, qui est quelque chose de très rare, de trouver des intervalles dans des tout petits espaces. Donc ça, c'est pour potentiellement la place d'Harit. On est quasiment sûr qu'on va recruter un avant-centre et un ailier gauche. Donc, on se rend compte que tout le secteur offensif va être changé avec sûrement beaucoup plus de qualité. Donc, ça, c'est le côté positif que j'y vois. Le côté négatif, entre guillemets, c'est pas un côté négatif, c'est juste que on a joué des équipes qui étaient des petites équipes, même si Pau était je trouvais que Pau jouait très, très bien pour une équipe de Ligue 2. Donc voilà, donc il y a des principes, mais c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. La réalité, c'est que tu peux faire des choses très très bien quand il y a le temps et que quand le jeu s'accélère, quand les espaces se réduisent, et ben si tu as assimilé les principes mais que tu n'as pas la qualité physique ou technique pour mettre en place, ça servira à rien. Donc ça, c'est ce qu'on va voir pour la suite, mais c'est déjà très intéressant d'avoir une identité très marquée dès les premiers matchs amicaux. Ouais, et pour conclure là-dessus, si on devait faire un parallèle sur ce qu'a connu l'OM les dernières années, c'est vrai qu'on s'est fait cette réflexion en montant les vidéos, c'est qu'on a un mix, quand on a le ballon, on voit du Sampaoli, dans le fait qu'il y a un joueur qui rentre intérieur comme Merlin, et probablement il y aura d'autres joueurs aussi qui vont jouer le rôle de Merlin, quand Merlin ne sera pas là aussi, et ça donne une autre dimension aussi aux joueurs. Avec la qualité de passe de Merlin, ça lui enlève aussi une pression défensive, et c'est là où il est le moins performant aussi. Et c'est vrai qu'on voit aussi le pressing recherché par Tudor pour étouffer l'adversaire. Donc, si les deux arrivent à se combiner, on peut se dire que potentiellement, avec des joueurs plus forts, tu peux imaginer faire des choses très, très, très intéressantes. Exactement, c'est là, dans ce qu'il veut mettre en place, c'est vraiment prendre le meilleur des deux coachs. Et voilà, avec comme tu disais, Merlin, vraiment, c'est le grand gagnant de ce système parce qu'on voit moins son manque de vitesse sur le côté et on voit toute sa qualité de passe, sa qualité technique et son intelligence de jeu dans ce rôle. Maintenant, l'interrogation, c'est face à des adversaires d'un plus gros calibre, est-ce que Brassier va pouvoir fermer le couloir à lui tout seul quand Merlin sera sur le terrain? Ça c'est un des doutes, mais très, très intéressant ce qu'on voit pour l'instant et on espère que ça va se confirmer par la suite. Mais en tout cas, merci à tous les gars. On va essayer de vous proposer ce genre de format le plus souvent possible, parce que pour nous, c'est un immense plaisir de parler tactique et c'est ce qu'on aime faire et c'est ce pourquoi on a monté une Dream Team à la Minute OM. En tout cas, on se retrouve très très bientôt. Il y a des lives qui arrivent, il y a des lives mercato, il y a des lives sur l'ensemble du début de saison qui vont arriver. On se retrouve très très vite les amis et restez connectés et surtout, on vous le répète pas tout le long, mais si vous pensez à vous abonner les gars, pensez à vous abonner parce que ça nous permet à nous de créer encore plus de contenu et de le partager avec encore plus de personnes. C'est du taf mais c'est du plaisir, c'est un pur plaisir. Exactement. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt les gars et passez une bonne journée.